David Abiker, le moins qu'on puisse dire, c'est que notre plateau est éclectique. Mais dans les deux cas, on parle de femmes hors normes. Et on va commencer avec la sainte esclave, Bakita. Avec des parcours exceptionnels. Bakita, il faut la resituer dans son époque. Elle est née à la fin du 19e siècle. Et très vite, ça commence par un enlèvement d'enfants. Elle est née au Darfour. À 7 ans, elle va faire une petite course aux abords du village. Et elle rencontre 2 hommes et ils l'enlèvent. Alors, vous allez nous raconter la suite. Mais moi, je voudrais revenir avec vous sur ce qui vous a fasciné, ce qui vous a séduite, Véronique Olmy, chez cette femme. Pourquoi vous êtes pris d'affection pour elle? Ce qui m'a happée quand j'ai fait sa connaissance, si je puis dire, c'est le parcours avec ces mots, esclavage, Darfour, et puis Italie, religieuse, sainte. Et pourtant, Bakita, c'est pas son nom. Et son nom, elle ne le sait pas, elle ne le saura jamais. Elle va vivre 78 ans, traverser les 2 guerres mondiales, l'avènement de Mussolini. Elle ne saura jamais comment elle s'appelle. Et donc, je me suis demandé comment cette personne qui traverse l'inhumanité arrive à survivre déjà, à rester humaine, c'est-à-dire à avoir en elle un centre comme ça et une possibilité d'altérité. Comment elle a pu se construire alors que son enfance était perdue. Et quand on sait qu'on est constitué de ce qu'on nous a raconté de nous-mêmes, comment on nous a transmis notre propre enfance à travers des récits, des lieux, des photos, des objets, et elle n'avait même plus son dialecte maternel. Comment vous avez reconstitué, comment vous êtes documenté pour le récit de ce voyage atroce entre ses 7 ans et puis le moment où elle est achetée par un consul italien qui va la sortir de l'enfer, mais toute cette période de l'enfer où elle est abusée, battue, sans arrêt, elle passe de maître en maître. Il faut raconter ça et savoir surtout comment vous l'avez abordé cette partie-là. Alors, il y a un livre qui raconte, auquel je fais référence, qui s'appelle La Storia Meravigliosa, qui est l'histoire officielle par l'Église catholique. Alors, moi, je me suis appuyée sur ce récit pour les dates, pour la chronologie et pour les événements importants. Ensuite, moi, ce qui m'intéressait au niveau de la littérature, c'était, je voulais comprendre. Parce que la littérature, c'est poser des questions. Finalement, on a très peu de réponses. Comprendre comment, au-delà de la résilience, cette personne-là avait une âme si bonne, si haute, si lumineuse. Et ce qui est intéressant chez Bakita, c'est la complexité. Parce qu'a priori, on peut se dire, ah, elle a été esclave, donc c'est le côté sombre, terrible. Et puis, elle a été dans la religion, donc c'est la lumière. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. En fait, c'était quelqu'un qui avait la culpabilité des survivants, qui avait honte des offenses qu'elle avait subies en tant que femme, qui n'osait pas en parler, qui a été toute sa vie soit honnie parce qu'elle était noire, soit idolâtrée, ce qui est finalement un peu les 2 faces d'une même médaille. Et c'est approprié, mais c'est vrai que ce qui est fascinant chez elle, c'est comment cette insoumission intérieure l'aide à survivre et comment elle trouve toujours dans sa vie des points de repère et des possibles espoirs chaque jour pour survivre. Mais comment vous avez découvert cette économie de l'esclavage au Darfour à l'époque et surtout les détails de sa vie? Elle était utilisée comme un objet décoratif, elle a été tatouée au rasoir et au sel, des pieds à la tête, juste pour amuser les voisines de ses maîtresses. Cette documentation-là, ces témoignages-là, comment vous les avez reconnus? Alors, elle a témoigné de certaines choses. Ça, par exemple, elle en a témoigné. Ensuite... Par écrit ou auprès... Non, elle a parlé 3 jours durant à une laïque, institutrice laïque, qui a d'abord écrit pour la revue canossienne, qui était l'ordre auquel elle appartenait. Ça a été un feuilleton, puis un livre, et édité et réédité jusqu'à sa canonisation avec une édition augmentée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Bakita, elle a été sous Mussolini un objet de propagande, malgré elle. Donc le livre a eu un grand succès. Pour revenir à la documentation, moi j'ai rencontré à plusieurs reprises une historienne de cette époque-là, spécialisée dans cette époque-là, et j'ai eu, grâce au site Gallica, la BNF met en ligne gratuitement tous les récits des missionnaires, des ethnologues, des scientifiques, et des politiques, et ça c'est merveilleux parce qu'on a tout, quoi. Qu'est-ce qui fait d'elle une sainte? C'est la barbarie dont elle a été victime. Qu'est-ce qui fait que les Italiens se sont emparés de son histoire et qu'elle a rencontré d'abord Dieu et puis ensuite la canonisation? Alors moi, la canonisation, j'en parle quasiment pas dans le livre, puisque moi, ce qui m'intéressait, c'était suivre son parcours intérieur pendant 78 ans.
Je parle de la canonisation en épilogue, en fait, parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Après, pourquoi elle a été canonisée, je pense... Il y a un écho avec aujourd'hui. Je pense qu'elle est aussi, pas un exemple, mais un espoir pour tous les enfants qui sont aujourd'hui enlevés, esclaves, pas seulement en Afrique, pas seulement en Asie, mais en Europe, en France. Je pense qu'elle est une sorte de symbole très fort, universel, d'une résistance héroïque au quotidien. Vous avez une idée de sa personnalité? Est-ce qu'elle rayonnait? Est-ce qu'elle irradiait pour qu'on s'en empare de cette façon? Oui, parce qu'en plus, comme elle avait très peu de mots, elle parlait un mélange de dialectes africains, italien, elle parlait un peu d'arabe, un peu de turc, un peu de vénitien. C'était très compliqué de la comprendre. Elle se trouvait très ignorante, elle ne savait pas, quasiment pas écrire, elle dictait ses lettres, elle savait très peu lire. Et malgré ça, je pense que c'était quelqu'un qui avait une connaissance de l'être humain très forte, une grande intelligence, les sens très en alerte et qui avait une énergie et une lumière incroyables. Et elle se mettait par exemple, avec les enfants, il passait une onde vibratoire, une compréhension immédiate, puisqu'elle s'occupait des enfants qui avaient faim, elle s'occupait des orphelines, des enfants pauvres, et elle connaissait ça par cœur. Et donc, elle les reconnaissait. Mais c'est vrai qu'au début, on lui jetait des pierres, on l'a exposée plusieurs jours durant pour que tout le monde vienne la voir au couvent, parce qu'elle était noire. Elle a vraiment été un objet C'était plus que du racisme, c'était de la terreur. Après avoir été un objet de transaction, puisqu'elle est achetée, il y a dans votre livre des scènes d'échange, de marchandage autour de cette gamine qui sont absolument bouleversantes. Et ce qui est curieux, c'est que l'Église n'a pas reconnu le fait qu'elle ait été abusée, violée. Il fallait mettre ça de côté, il fallait le mettre sous le tapis. Vous comprenez pourquoi? Oui, je peux comprendre, parce que elle-même avait 3 secrets qu'elle a dit à une seule personne. Alors, au moment de la canonisation, il est ressorti le secret de la torsion des seins, cette torture-là. Et ensuite, l'Église catholique a écrit qu'elle est vierge. Et moi, en écrivant ce livre, je me suis dit, voilà, si je veux faire son parcours, je veux aussi lui rendre hommage pour tout ce qu'elle a subi. Cependant, je ne voulais pas rajouter de l'offense à l'offense, puisqu'elle avait eu ce crime-là, ce crime dont on ne meurt pas, qui est le viol. J'en ai parlé à plusieurs reprises, mais avec des mots qui sont... qui ne sont pas les mots du sexe. C'est comme... c'est-à-dire, il y a un hommage qui lui est rendu, mais avec une pudeur pour elle. Pourquoi vous avez voulu la respecter par les mots, c'est ça? Oui, parce que si elle ne l'avait pas dit, c'est qu'elle en a beaucoup souffert, et je ne voulais pas l'exposer de façon crue. Je voulais que ce soit dit, que ce soit su, mais sans voyeurisme. Et voilà, de toute façon, on les comprend, les scènes, elles sont là. Elles sont décrites, mais en tant qu'auteur, c'est un vrai travail sur le langage. Comment elle a fini sa vie? Est-ce qu'elle l'a fini sereine, sans être un objet de curiosité, sans être une femme noire observée à l'intérieur de l'Église? Elle a été plus qu'observée, puisqu'à la fin de sa vie, alors qu'elle était déjà très malade, elle souffrait d'éléphantiasis, de cataracte, de bronchopneumonie, de synovite, tout ce qu'on veut. On lui a demandé, au moment où l'Italie a fait la guerre coloniale en Éthiopie, on lui a demandé d'aller pendant plusieurs années par le train dans toutes les missions canossiennes en Italie. Et elle a souffert beaucoup physiquement. Et ensuite, on l'a de nouveau exposée sur les estrades. Et ça a été une souffrance morale terrible pour elle. Alors, Olivier Goujon, vous décrivez le parcours de femmes qui se sont émancipées aussi. Et qui se sont exposées. Et qui se sont exposées au cou, qui se sont tatouées sur le corps des symboles, c'est les femmes. Et vous dites, finalement, elles ont raté leur coup. Vous dites leur mouvement a été trahi. Alors, à quoi ont servi les femmes, finalement? Alors, je ne dis pas qu'elles ont raté leur coup, parce que l'héritage de Femen est gigantesque. Dans l'art, dans la mode, dans la politique. Enfin, je veux dire, dans l'art, par exemple, on s'inspire de Femen. Dans la mode, on voit aujourd'hui dans tous les magasins des couronnes de fleurs. Dans la politique, elles ont quand même changé la façon, enfin je veux dire, elles ont changé la façon d'appréhender le féminisme. Sacha me disait, pour la préparation du livre,
quand il y a 10 ans, parce que c'est les 10 ans des femelles, enfin je veux dire, le mouvement a 10 ans, donc c'était le moment de faire un bilan, puis de raconter l'histoire vraie. Quand auparavant on pensait à une femme d'Ukraine, la plupart du temps on pensait à une prostituée. Aujourd'hui, quand on pense à une femme d'Ukraine, ou au moins il y a 2-3 ans, on pensait à une femelle. On dit une femme qui se bat. On va d'ailleurs voir un fait d'armes des femelles qui sont toujours très spectaculaires, parce que vous êtes aussi photographe, et donc évidemment, une femelle, c'est visuel, ça se voit et ça s'entend. Exactement. On va regarder. Vous avez parlé d'héritage, c'est ça l'héritage des femelles, c'est-à-dire communiquer en criant, ce qui risque à la fois de faire peur et d'éloigner de futurs soutiens, et en même temps, on se fait remarquer. Oui, c'est-à-dire qu'elles ont très bien su faire passer leur message médiatiquement. Elles ont bien su utiliser les codes. Femelle, c'est d'abord une intuition. Quand elles pensent à leur premier engagement, enfin quand elles imaginent une forme d'engagement, d'abord elles ont 17 ans, 18 ans, on est en 2006, dans une ville de la plaine de Podoli, il faut imaginer Keminstry, enfin c'est au milieu de rien, depuis que les Russes sont partis, il n'y a plus d'économie, les familles sont... C'est vraiment une ville perdue, il y a beaucoup d'alcoolisme. Bon, c'est une ville soumises au patriarcat, comme beaucoup de sociétés de cette région-là du monde. Elles ne vont même pas penser le féminisme. Là-bas, féminisme, ça veut dire presque avoir des penchants efféminés. Ça veut dire efféminé, féminisme. Donc on n'imagine même pas ce combat-là, quoi. Elles pensent juste injustice, révolte. Elles sont pionnières, en fait. Elles sont pionnières, oui. Vous décrivez, vous, leur arrivée en France, mais ce côté pionnier, ce côté artistique, le happening, ça s'est perdu en route. C'est aussi ce que raconte votre livre. Les femelles se sont perdues. Pourquoi ? Les femelles se sont perdues, à mon sens, pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a eu des guerres intestines, et puis il y a eu... Alors ça, je renvoie au livre, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le détail, mais la trahison, c'est parce qu'il y a eu trahison, il y a eu confiscation, voilà. Il y a eu confiscation du mouvement, et exclusion des deux fondatrices, des deux vraies fondatrices, Oksana et Sacha, dont je raconte l'histoire, qui ont vécu, alors là, pour le coup, ça nous rapproche, oui. Elles ont vécu une véritable dépossession de l'être, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas pris quelque chose qu'elles avaient, on leur a pris quelque chose qu'elles étaient. Mais qui les a dépossédées ? Qui a fait le ménage pour mettre le mouvement, en faire un mouvement strictement médiatique au service de... C'est ça. la leader. C'est Ina qui reste. Voilà. C'est l'une des trois. Hein. Voilà. Il y avait 3 mousquetaires, il y en avait 4. Il y en avait 3. En réalité, dans la plaine de Podoli, à Keminstry, où le mouvement est né. Mais la 3e, c'est Anna Outsol, qui est restée en Ukraine et qui aujourd'hui vivote avec des politiciens locaux. Enfin voilà, Femen est abandonnée aussi là-bas. Quel service elles ont rendu aux femmes ? Quoi elles peuvent se prévaloir ? Ina, elle arrive plus de 2 ans après la création officielle de Femen. Donc elle n'est pas dans les fondatrices de Femen. Pardon, vous pouvez... Sur le service rendu aux femmes. Quel service elles ont rendu aux femmes ? L'héritage, on le verra avec le temps. D'abord, le cœur de la révolte de Femen, c'est l'industrie du sexe. Il faut imaginer ce que c'est l'Ukraine dans les années 2000, les années 2010. C'est une espèce de supermarché sans vigile après un tremblement de terre. L'économie de marché a envahi l'Ukraine, la fin du communisme, le mur de Berlin est tombé. Des hommes arrivent en bus de Turquie, d'Italie, d'Espagne pour consommer du sexe, s'emparer des jeunes filles. Imaginez ce que c'est les boîtes de nuit. Je raconte dans le livre ce qui se passe aux shooters, où on fait rentrer les filles, on les fait boire, et puis à minuit, on fait rentrer les hommes, et les filles se jettent sur les hommes. Je veux dire, ces hommes-là arrivent avec des liasses de billets. Elles gagnent 100 € par mois. Elles n'ont aucune chance.
Voilà, c'est ça l'Ukraine. Donc ça motive leur révolte. L'histoire vraie des Femen. Excusez-moi, je vous interromps. Je vous en prie. Il faut absolument qu'on avance, sinon on va être très en retard. Olivier Goujon, votre livre est intitulé Femen, l'histoire d'une trahison. Il paraît chez Max Minon éditeur. Véronique Olmy, je rappelle Bakita chez Albin Michel, qui est déjà sélectionné pour les prix les plus prestigieux cette année, prix littéraires. Merci à l'une et à l'autre d'être venus nous voir ce soir.